J'ai été retiré du testament, de sorte que ma sœur a obtenu le domaine de 5 billions €. Ma mère a eu un sourire narquois, tu es vraiment une bonne à rien. 3 ans plus tard, mon avocat a appelé le leur. Mon père a entendu ma valeur nette et a halté, comment? Je m'appelle Sloan Kensington et, il y a exactement 3 ans, j'ai été complètement effacé de ma propre famille. Si vous interrogiez ma mère sur cette journée, elle agiterait nonchalamment la main et vous dirait que ce n'était qu'une décision commerciale nécessaire. Si vous le demandiez à ma sœur aînée, Valérie, elle pencherait probablement la tête, vous offrirait son sourire parfait et très pratiqué, et dirait que c'était en fin de compte pour mon propre bien. Mais si vous voulez connaître la vérité absolue, laissez-moi vous dire exactement ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression d'être une erreur mineure sur une feuille de calcul très coûteuse. Une erreur sur laquelle quelqu'un a simplement décidé d'appuyer sur la touche de suppression sans y penser à 2 fois. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à un dimanche après-midi gris et complètement misérable du mois de mars. À 29 ans, je vivais dans un petit studio exigu à New Haven. Mon espace de vie était un désordre chaotique d'échantillons de tissus bon marché, de plans éparpillés et de plans d'étages dessinés à la main et collés sur les murs. J'essayais de construire une carrière de décoratrice d'intérieur indépendante, et je venais de réussir à décrocher mon tout premier vrai projet en solo. Ce n'était rien de prestigieux. Il s'agissait d'une rénovation de salon basique pour un couple local de la classe moyenne, et le contrat entier valait exactement 800 €. Pour la famille Kensington, 800 € représentaient une misère absolue. C'était moins que ce que mon père dépensait pour une seule bouteille de vin lors de ses dîners au club de campagne. Mais pour moi, cet argent signifiait absolument tout. J'en étais incroyablement fier. J'avais passé 3 semaines à mesurer soigneusement les angles de lumière, à chercher des matériaux abordables mais de qualité dans les entrepôts locaux, et à travailler tard dans la nuit jusqu'à ce que mes mains me fassent physiquement mal. Juste pour me prouver que je pouvais survivre dans ce monde complètement par moi-même. Puis, tard dans une nuit froide de mercredi, l'écran de mon téléphone s'est illuminé sur mon bureau de dessin. L'identifiant de l'appelant indiquait simplement « Barbara, ma mère ». Je l'ai fixé pendant quelques sonneries, une boule se formant déjà dans mon estomac avant que je ne décroche finalement. Il n'y a eu aucune salutation chaleureuse à l'autre bout du fil. Aucune question sur comment j'allais, aucune vérification pour savoir si j'étais en bonne santé, et absolument aucune explication pour cet appel soudain. Elle a juste prononcé 10 mots froids et calculés, réunion de famille ce dimanche. Ne sois pas en retard. Quelque chose dans le ton exact de sa voix a fait chuter mon estomac instantanément. Cela semblait nettement plus tranchant que d'habitude. Cela semblait répété, très sur ses gardes et complètement dépourvu de tout instinct maternel. Une personne normale l'aurait probablement questionné. Une personne plus intelligente aurait pu exiger une raison ou simplement refuser d'y aller, mais cela a toujours été mon défaut le plus grand et le plus fatal. Au fond de moi, malgré la distance, les critiques et les jugements qu'ils avaient toujours eus à mon égard, je tenais toujours aveuglément à ma famille. Je voulais encore stupidement croire que s'ils convoquaient une réunion de famille formelle, cela signifiait qu'ils avaient réellement besoin de moi là-bas. Ainsi, quand le dimanche matin est arrivé, j'ai enfilé mon meilleur blazer professionnel, que j'avais acheté en liquidation, et je suis monté dans ma Honda Civic de 12 ans. La porte du passager avait une énorme bosse que je n'avais pas les moyens de réparer, et le moteur faisait un bruit de cliquetis terrible quand j'atteignais 60 sur l'autoroute. J'ai conduit pendant 3 heures longues et épuisantes depuis New Haven directement jusqu'au cœur riche du comté de Fairfield. La pluie de mars était absolument implacable ce matin-là, martelant lourdement mon pare-brise tandis que mes balais d'essuie-glace bon marché luttaient pour garder la vitre claire. Alors que je tournais sur Ridgewood Lane, les maisons massives ont commencé à s'élever à travers la brume grise. Quand je me suis garé devant la propriété de mes parents, la façade en pierre imposante et les lourds volets noirs m'ont semblé complètement étouffants. J'avais passé 18 ans à grandir entre ces murs. Mais en me tenant là, dans l'allée circulaire, regardant la grande entrée, j'ai réalisé une vérité très dure. Cette maison massive n'avait jamais vraiment été un foyer pour moi. Elle avait été construite pour intimider les étrangers et pour étaler leurs richesses. Et plus important encore, j'avais passé toute ma vie à être la seule personne de la famille qui ne rentrait pas naturellement dans leur moule parfait de gens riches. J'ai pris une grande inspiration, j'ai serré mon sac à main, et j'ai marché vers les lourdes portes en chêne, complètement inconsciente que la vie que je connaissais était sur le point de se terminer. Le silence absolu à l'intérieur de la maison a été la première chose qui m'a frappé. D'habitude,
lorsque la famille élargie des Kensington se réunissait, on pouvait entendre le tintement des verres en cristal coûteux et les rires forts et retentissants de mes oncles résonner dans le grand couloir. Mais aujourd'hui, l'air était complètement mort. Je pouvais entendre le faible murmure de voix étouffées provenant de la salle à manger formelle. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre contre mes côtes alors que je marchais dans le couloir, mes bottes mouillées grinçant légèrement sur les planchers de bois franc poli. Quand je suis finalement entré dans la salle à manger, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas une réunion de famille normale. C'était une embuscade parfaitement orchestrée. 12 personnes étaient déjà assises autour de la table massive en acajou. Ils étaient tous vêtus de tenues formelles, sombres et rigides, ayant davantage l'air d'assister à une réunion de conseil d'administration à enjeux élevés ou à de sombres funérailles plutôt qu'à un déjeuner du dimanche. Ma grand-mère Béatrice était assise près de la grande baille vitrée, ses mains fragiles et pâles croisées rigidement sur ses genoux. À côté d'elle se trouvait mon oncle Marcus, le frère cadet de mon père. Sa mâchoire était serrée si fort que je pouvais voir une veine palpiter sur le côté de son cou. Mes tantes, mes autres oncles et mes 3 cousins étaient tous alignés le long des côtés de la table. Ils regardaient droit devant eux, refusant activement d'établir un contact visuel avec moi alors que j'entrais dans la pièce. Tout au bout de la table était assis Monsieur Carmichael, l'avocat spécialisé dans les successions et les affaires de mes parents depuis de longues années. Il portait ses épaisses lunettes de lecture aux cheveux argentés sur une chaîne en or, et il avait un énorme dossier juridique en cuir noir grand ouvert devant lui. Debout directement derrière sa chaise, comme un garde silencieux et imposant, se trouvait mon père, Grégory. Ses bras étaient croisés fermement sur sa poitrine, et il n'a même pas pris la peine de lever les yeux ou de faire un signe de tête lorsque je suis entré dans la pièce. Ma mère, Barbara, était assise rigidement à gauche. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement levé la main et a fait un geste froid vers une chaise en bois vide tout au bout de la longue table. C'était le seul siège resté vacant. Et juste là, assise fièrement à la droite de mon père, se trouvait ma sœur aînée, Valérie. Valérie était absolument immaculée. Elle portait un blazer bleu marine parfaitement ajusté, un chemisier blanc impeccable et ses boucles d'oreilles en perles caractéristiques. Elle était assise la colonne vertébrale parfaitement droite, sa posture rayonnant d'un sentiment écrasant de victoire absolue. Elle ne m'a pas regardé non plus, mais elle n'en avait pas besoin. Le léger soulèvement arrogant de son menton le rendait parfaitement clair. Elle savait déjà exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de ce dossier en cuir noir, et elle appréciait pleinement le spectacle. Posé sur le bois poli, directement devant ma chaise vide, se trouvait un seul document juridique. Mon nom, Sloan Kensington, était imprimé en lettres noires en gras tout en haut de la page. Avant même que je ne puisse m'asseoir correctement ou me pencher en avant pour lire le reste du texte, mon père s'est raclé la gorge bruyamment. « Assieds-toi, Sloan, a-t-il dit, sa voix totalement plate et vide de toute émotion. Cela ne prendra pas très longtemps. » Je me suis assise. La chaise en bois m'a semblé glaciale. Mon père n'a pas perdu une seule seconde en amabilité, bavardage ou explication. Il a simplement fait un signe de tête vif et définitif à Monsieur Carmichael. L'avocat a ajusté ses lunettes, a baissé les yeux vers le document, et a commencé à lire d'une voix juridique monotone et profondément clinique qui a dépouillé chaque once d'émotion humaine des mots dans la pièce. Il a annoncé clairement et fermement que l'intégralité du domaine familial était légalement transférée uniquement à Valérie Kensington. Chaque actif qu'il possédait. Le domaine principal massif sur Ridgewood Lane, la magnifique maison de plage d'été à Mystique, les vastes comptes d'investissement de l'entreprise, et le fonds en fiducie de plusieurs millions d'euros qui avait été initialement établi par mon défunt grand-père. La valeur totale estimée de l'héritage était de 5 billions d'euros. Chaque centime, chaque brique, chaque bijou, et chaque souvenir d'enfance qui était censé être partagé équitablement entre 2 sœurs était remis à une seule personne. Le nom de Valérie apparaissait en évidence sur chaque ligne du document. Le mien n'apparaissait sur absolument aucune. J'ai senti tout l'air quitter complètement mes poumons. J'ai regardé le long de la table vers mon père, silencieusement, implorant une sorte d'explication. Je voulais qu'il dise que c'était une erreur ou une faille fiscale ou n'importe quoi qui ait du sens. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a même pas regardé. Au lieu de cela, il a calmement tendu le bras, a ajusté son bouton de manchette en argent coûteux, et a regardé fixement un point au hasard sur le mur juste au-delà de mon épaule. Le silence dans la salle à manger s'est prolongé, lourd, épais, et totalement étouffant jusqu'à ce que ma mère décide finalement de le combler. Elle avait attendu ce moment exact toute l'après-midi.
Son menton s'est levé, ses yeux sombres se sont plissés, et elle a porté le coup de grâce avec un niveau terrifiant de calme absolu. Tu as toujours été notre plus grande déception, Sloan, a-t-elle dit. Sa voix était complètement désinvolte, comme si elle lisait une liste de courses ennuyeuses. Nous n'allons plus faire semblant. Tu n'as vraiment aucune valeur pour cette famille. La salle à manger est restée absolument figée après que ma mère ait prononcé ces mots. Personne n'a bougé un seul muscle. Personne n'a halté. Personne n'a objecté et personne ne s'est précipité pour me défendre. Ma grand-mère Béatrice a gardé les yeux rivés sur ses mains ridées. L'oncle Marcus a bougé de manière incroyablement inconfortable sur son siège, ses yeux fuyant vers le sol, mais il a gardé la bouche fermement fermée. Mes cousins ont activement évité de regarder dans ma direction, me traitant comme si j'avais déjà cessé d'exister dans leur monde. Valérie est restée parfaitement immobile en bout de table. Elle n'a pas dit un seul mot, mais alors que je regardais le long du bois d'acajou vers elle, je l'ai surpris. C'était la toute petite contraction la plus infime et la plus serrée au coin de sa bouche. Ce n'était pas tout à fait un sourire complet parce que cela aurait été trop évident, mais c'était assez proche. C'était le regard subtil et indéniable d'un prédateur qui venait de réussir à coincer sa proie. Elle se perdait dans le triomphe absolu du moment. Monsieur Carmichael s'est raclé la gorge, brisant la lourde tension dans l'air. Il a tendu la main et a fait glisser le document juridique plus près du bord de mon extrémité de la table. C'était une renonciation formelle au droit de succession, complètement pré-rédigée et juridiquement inattaquable, avec de petites languettes jaunes collantes marquant exactement où je devais signer mon nom. Nous aurons besoin de votre signature pour finaliser officiellement le transfert, Sloan, a dit doucement Carmichael, en tapotant le bas de la page. J'ai baissé les yeux vers le lourd stylo en argent posé sur le papier, puis j'ai lentement levé les yeux vers ma mère. Sa mâchoire était fermement serrée et ses yeux me transperçaient du regard. Je pouvais voir exactement ce qu'elle faisait. Elle me mettait pratiquement au défi de faire une crise de colère. Elle voulait que je crie, que je pleure, que je renverse la table ou que je fasse une scène hystérique massive devant la famille élargie. Elle voulait désespérément que je fasse des siennes pour pouvoir se sentir complètement, à 100%, justifiée dans sa cruauté. Mais j'ai refusé de lui donner cette satisfaction. À mon propre choc absolu, ma main était complètement stable lorsque j'ai tendu le bras et ramassé le lourd stylo en argent. Je t'ai entendu, maman, ai-je dit doucement, ma voix étonnamment claire. J'ai pressé la pointe du stylo sur le papier épais et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Sloan Kensington. Je n'ai pas hésité, et je n'ai pas laissé ma main trembler. Je me suis levé de la chaise en bois froide avant même que l'encre noire ne soit complètement sèche sur la page. Et alors que je repoussais la lourde chaise sur le tapis, la chose la plus dévastatrice s'est produite. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a dit un mot. Personne n'a dit « Attends ». Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Et personne ne m'a suivi hors de la pièce. La salle à manger entière a juste laissé échapper une expiration collective et lente. Ce n'était pas un soupir de sympathie ou de soulagement. C'était la compréhension silencieuse et partagée que la partie hautement inconfortable de l'après-midi était enfin terminée pour eux. Ils avaient réussi à élaguer le poids mort de leur arbre généalogique immaculé, et maintenant ils pouvaient retourner à leur vie parfaite. Je me suis retourné et j'ai marché le long du grand et long couloir en direction de la porte d'entrée. Le fort écho de mes bottes rebondissait brusquement sur les planchers de bois franc poli. Sur ma gauche, j'ai dépassé le mur massif de la galerie familiale devant lequel j'avais marché des milliers de fois en grandissant. Il y avait 3 photographies en argent magnifiquement encadrées suspendues là dans un alignement parfait. L'obtention prestigieuse du diplôme de droit de Valérie, Valérie acceptant fièrement un prix du doyen, et Valérie se tenant joyeusement entre ma mère et mon père sur un balcon baigné de soleil lors d'un voyage en famille à Rome. Les cadres en argent étaient parfaitement espacés, nets et immaculés. Il n'y avait pas une seule photographie de moi nulle part sur ce mur. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée et je suis sorti sous la pluie battante et glaciale. Je n'avais même pas atteint la poignée de porte de ma vieille Honda Civic que mon téléphone a vibré violemment dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti. C'était un message texte de Valérie. Il disait, sans rancune, n'est-ce pas? Ce ne sont que des affaires. Je suis resté là sous la pluie battante, l'eau froide trempant mon blazer bon marché, et j'ai fixé les mots froids sur l'écran lumineux pendant exactement 10 secondes. Mes dents claquaient de manière incontrôlable. Puis j'ai appuyé sur supprimer. Je n'ai pas répondu.
J'ai simplement complètement effacé le message de mon téléphone. Le trajet de retour vers New Haven a pris 3 heures longues et angoissantes à travers un trafic dense et des averses aveuglantes. J'ai parcouru environ 20 minutes sur l'autoroute avant que le poids écrasant de ce qui venait de se passer ne me rattrape finalement. Je me suis arrêté sur le bas-côté boueux de l'autoroute, j'ai mis la voiture en position de stationnement, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise là dans le silence. Les autres voitures passaient à toute vitesse comme des fantômes dans la brume grise, et la pluie battante martelait implacablement le fin toit en métal. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assise là avec la réalisation froide et creuse de ce que cela faisait d'être complètement effacé par les personnes qui étaient censées vous aimer. Quand je suis finalement rentré dans mon petit studio, tout était exactement comme je l'avais laissé. Mes échantillons de tissu bon marché étaient éparpillés sur le sol. Le plan du salon de la cliente était épinglé sur la cloison sèche, et un bol de céréales vide du petit déjeuner reposait sur le comptoir. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, je l'ai ouvert et je me suis connecté directement à mon compte bancaire. J'ai fixé les chiffres verts sur l'écran. 3200 €. C'était tout. Pas de famille riche, pas de relations dans la haute société, et absolument aucun filet de sécurité pour me rattraper si je tombais. Juste moi, un appartement vide et un besoin désespéré de survivre. Quand vous touchez finalement le fond dans la vie, cela se produit rarement avec une explosion dramatique massive comme on le voit dans les films. Cela se produit dans un silence complet et terrifiant. C'est l'hémorragie lente et silencieuse de vos ressources et de votre espoir. Pour moi, le véritable cauchemar a commencé un mardi matin ordinaire, exactement 2 semaines après la réunion dévastatrice dans le comté de Fairfield. J'étais assise à mon petit bureau de dessin, sirotant une tasse de café bon marché et amer, essayant de finaliser les échantillons de peinture exacts pour mon projet de salon à 800 €. C'était le seul travail que j'avais et je fondais absolument tous mes espoirs dessus pour payer mon loyer du mois. Puis mon téléphone a sonné. C'était la cliente. « Salut Sloan », a dit la femme immédiatement. Sa voix semblait incroyablement tendue, maladroite et forcée. « Écoutez, mon mari et moi avons discuté, et nous avons décidé de prendre une direction complètement différente avec la rénovation. Nous n'aurons plus besoin de vos services. Bonne chance. » Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour demander des retours ou proposer de réduire considérablement mes honoraires de conception juste pour garder le travail, la ligne est devenue complètement morte. Elle m'avait raccroché au nez. Aucune véritable explication, aucune courtoisie professionnelle, juste une tonalité froide. Je me suis forcé à ravaler la panique qui montait dans ma gorge. J'ai envoyé un email de suivi standard et poli la remerciant pour son temps et j'ai essayé de passer à autre chose. Dans le monde du design indépendant, les annulations soudaines arrivent. Il faut juste ravaler sa fierté et continuer à se battre. Mais ensuite, la deuxième annulation m'a frappé comme un train de marchandises à peine 4 jours plus tard, un vendredi après-midi, et celle-ci a laissé une énorme brûlure cuisante. C'était pour un projet complet de rénovation de cuisine à West Haven. J'y avais consacré 3 semaines entières de planification intensive. Des mesures au laser détaillées étaient déjà prises. Les dépôts pour les matériaux avaient été discutés et le budget total aurait facilement couvert mes frais de subsistance pour les 3 à 4 mois suivants. Cette fois, la propriétaire n'a pas envoyé de mail froid. Elle m'a réellement appelé directement. « Sloan, bonjour », a commencé la propriétaire, son ton dégoulinant d'un mélange très inconfortable d'hésitation prudente et de pitié profonde. « Écoutez, nous avons entendu dire par le bouche à oreille que vous traversez actuellement des problèmes personnels et de stabilité assez graves. Nous pensons simplement qu'il est préférable pour la tranquillité d'esprit de notre famille de travailler avec une designer qui est un peu plus stable en ce moment. » Un nœud lourd et froid s'est immédiatement noué serré au creux de mon estomac. Problème personnel stable. Le bouche à oreille. Je n'avais parlé à personne à New Haven de ce qui s'était passé avec mes parents. À pas une seule personne. Puis-je vous demander qui exactement vous a dit cela, ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement alors que je serrais le bord en plastique de mon téléphone. La propriétaire a hésité à l'autre bout pendant un long et douloureux moment. Je pouvais l'entendre respirer nerveusement. Je préfère vraiment ne pas le dire. Je suis tellement désolé, Sloan. S'il vous plaît, ne nous rappelez plus. La ligne a cliqué et s'est fermée. Je suis resté assise là, à ma petite table de cuisine, regardant fixement le mur alors qu'une réalisation terrifiante commençait à s'installer dans mes os.
2 annulations majeures en une seule semaine. Les 2 clientes avaient utilisé un langage qui semblait complètement préparé, bizarrement spécifique et très sur la défensive. Toutes 2 s'étaient retirées rapidement pour des raisons qui n'avaient absolument rien à voir avec la qualité de mon travail de conception ou mes prix. Avec la perte totale de mes projets principaux, mon compte bancaire a commencé à se vider à une vitesse terrifiante. J'ai été forcé d'accepter tous les petits boulots humiliants que je pouvais trouver juste pour garder la lumière allumée. J'ai fait un minuscule rafraîchissement de salon pour une unité de location bon marché qui a payé un maigre 300 € et une consultation rapide de couleur pour un jeune couple d'étudiants qui a rapporté un triste 150 €. Parce que mes fonds s'épuisaient si vite, j'ai fini par manger des céréales génériques pour le dîner 3 ou 4 soirs par semaine. Ce n'était pas parce que j'essayais d'être romantique au sujet de la lutte d'un artiste affamé. C'était purement parce qu'une énorme boîte de flocons de maïs générique coûtait exactement 3,49 € à l'épicerie à prix réduit, et elle pouvait s'étirer en 4 repas séparés si je rationnais le lait bon marché correctement. À la semaine 3, complètement désespéré, épuisé et terrifié à l'idée d'être expulsé à la rue, j'ai décidé d'essayer la seule bouée de sauvetage familiale possible qu'il me restait. J'ai appelé mon oncle Marcus. En grandissant, l'oncle Marcus avait toujours été le plus doux de la famille. Il ne se souciait pas du droit des sociétés ou des fonds spéculatifs. Il était un peintre amateur, et il m'avait dit un jour, lors d'un dîner de fête, que mon œil unique pour la couleur spatiale lui rappelait profondément la jeunesse artistique de ma grand-mère Béatrice. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il me prêterait secrètement assez d'argent pour couvrir un mois de loyer. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Sloan, écoute, je t'aime » a dit l'oncle Marcus à la seconde absolue où il a entendu ma voix. Il avait l'air paniqué. Sa voix était étouffée et silencieuse, comme s'il se cachait dans un placard loin de sa propre femme. « Mais s'il te plaît, tu ne peux pas me mêler à ce gâchis. Ton père est furieux, et Valérie surveille tout. Je ne peux pas m'impliquer. Je ne peux tout simplement pas. » Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour supplier pour un prêt temporaire, il a raccroché juste à mon oreille. J'ai écouté le silence sur la ligne et, à ce moment précis, j'ai finalement compris la réalité brutale de ma situation. Il n'y avait pas de juste milieu dans cette guerre. Il n'y avait pas de neutralité. Il y avait la famille Kensington, riche et puissante, et puis il y avait moi. Nous étions 2 pays complètement séparés maintenant, et les frontières étaient lourdement armées. L'affreuse vérité absolue m'a finalement rattrapé par un matin frais de samedi à l'intérieur d'un petit café indépendant et bondé sur Chapel Street. Cela faisait environ 6 longues semaines angoissantes depuis la réunion de famille dévastatrice dans le comté de Fairfield. J'étais assise seule dans un petit stand d'angle exigu près du fond, examinant méticuleusement quelques croquis au crayon basique pour la rénovation d'une minuscule salle de bain. C'était littéralement le seul projet actif qui me restait sur tout mon calendrier, et il payait à peine assez pour couvrir ma facture d'épicerie. Soudain, une ombre est tombée sur ma table, bloquant la lumière au-dessus, et une femme est entrée directement dans mon champ de vision. J'ai levé les yeux et j'ai immédiatement reconnu Claire Dutton, une ancienne cliente très en vue et très riche. J'avais complètement repensé son luxueux bureau à domicile l'automne précédent. Nous nous étions merveilleusement entendus pendant le projet et elle avait promis de me recommander à ses riches amis. « Sloan, oh mon Dieu, je pensais que c'était vous » a dit Claire. Elle s'est avancée et s'est glissée du côté opposé du stand sans même attendre que je l'invite à s'asseoir. Son visage avait l'air incroyablement étrange. C'était un mélange profondément inconfortable de curiosité intense, de gêne et d'une lourde culpabilité persistante. Elle a fixé mes croquis bon marché éparpillés pendant un moment avant de me regarder droit dans les yeux. « Je dois vous demander quelque chose, Sloan, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi » a dit Claire, remuant son café noir avec une lenteur angoissante. « Faites-vous vraiment encore du design à plein temps ?» J'ai cligné des yeux, complètement prise au dépourvu par l'absurdité même de la question. « Bien sûr que oui, Claire. C'est mon gagne-pain. Pourquoi diable penseriez-vous le contraire ? » Claire a arrêté de remuer son café et a posé doucement la cuillère sur une serviette. « Parce que votre sœur Valérie m'a explicitement dit que vous n'en faisiez plus. » Les mots ont atterri sur mon visage comme une véritable gifle physique. Mon esprit s'est brouillé pour essayer de donner un sens à ce que j'entendais. « Valérie ? Valérie vous a appelé ? » Pas directement, non, a expliqué Claire en se penchant plus près au-dessus de la petite table en bois et en baissant la voix. Elle l'a abordé très nonchalamment lors d'un dîner de charité haut de gamme à Stanford il y a quelques semaines.
Mon mari et moi étions assis à sa table. Elle a mentionné à tout un groupe de personnes que vous aviez complètement pris du recul par rapport au secteur de la décoration d'intérieur parce que vous traversiez une période profondément instable et difficile dans votre vie personnelle. Elle a utilisé le mot erratique. Claire a fait une pause, vérifiant par-dessus son épaule pour s'assurer que personne dans le café n'écoutait notre conversation avant de lâcher la véritable bombe. Elle a également dit à toute la table que vous aviez été officiellement renvoyé du domaine familial pour des raisons sérieuses dont elle ne pouvait légalement pas parler, a dit doucement Claire, observant attentivement mon expression. Elle a fait en sorte que cela paraisse incroyablement grave, Sloan, comme s'il y avait une sorte de fraude massive, de vol ou de graves problèmes juridiques en jeu. Quelques-unes des personnes assises à ce dîner travaillent énormément dans le développement immobilier régional et la gestion de propriétés haut de gamme. Vous savez exactement à quelle vitesse les nouvelles voyagent dans ces cercles fortunés. Je posai lentement mon crayon à dessin sur la table. Mes mains tremblaient violemment sur mes genoux, mais ce n'était pas de tristesse, de choc ou de chagrin cette fois. C'était une rage pure, aveuglante et chauffée à blanc que je n'avais jamais ressentie auparavant de toute ma vie. A-t-elle réellement précisé quelles étaient ses raisons exactement, ai-je demandé, forçant ma voix à rester dangereusement basse et régulière. Non, et honnêtement, c'est exactement ce qui a rendu la chose bien pire, a admis Claire avec un lourd soupir, me regardant avec une pitié absolue. Elle a laissé la chose complètement ouverte. Elle a agi comme une sœur inquiète qui essayait de protéger les gens. Elle a laissé l'imagination des gens combler les vides avec les pires versions criminelles ou financières possibles de l'histoire. Je suis désolé, Sloan. Quand je l'ai entendu, j'ai supposé que c'était vrai. Donc, je n'ai pas transmis votre nom au conseil d'administration du club de campagne. Tout s'est instantanément mis en place dans mon esprit comme un puzzle horrifiant. Les annulations soudaines et inexplicables de clientes, le langage bizarrement préparé sur ma stabilité au téléphone, la distance froide des personnes qui adoraient autrefois mon travail. Valérie n'avait pas seulement pris mon héritage de 5 billions d'euros à cette table de salle à manger. Ce n'était pas suffisant pour son ego. Elle salait activement la terre derrière moi, s'assurant que je ne pourrais jamais reconstruire ma carrière ou survivre par moi-même dans cet état. Et elle le faisait avec une précision juridique totale et calculée, ne laissant absolument aucune empreinte, aucun email écrit que Claire aurait vu, juste des murmures hautement toxiques lâchés nonchalamment au-dessus de vin cher lors de dîners de la haute société. Une partie de moi voulait sortir mon téléphone là, tout de suite, appeler son cabinet et hurler jusqu'à ce que mes poumons cèdent physiquement. Je voulais conduire jusqu'à Stanford et la confronter au milieu de son bureau immaculé. Mais j'ai pris une grande inspiration et j'ai forcé mon cœur qui s'emballait à se calmer. J'ai remercié doucement Claire pour son honnêteté, j'ai rangé mes croquis dans mon sac bon marché et j'ai pris une décision ferme et inébranlable juste là, dans ce box de café. Il me restait exactement 6,50 € dans la poche de mon manteau, une liste de clients complètement ruinés et un cœur brisé. Mais j'avais fini de jouer à leur jeu tordu. Je n'allais pas confronter Valérie et je n'allais pas supplier mes parents pour avoir de la pitié. J'allais partir et j'allais reconstruire ma vie quelque part où son poison ne pourrait jamais m'atteindre. Exactement 3 mois après cette réunion de famille dévastatrice, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de ne plus jamais faire. Assise sur le sol de mon appartement, regardant une facture d'électricité en retard, j'ai enfreint ma propre règle stricte et j'ai composé le numéro de téléphone de ma mère. Je n'appelais pas pour mendier l'aumône. Et je n'appelais certainement pas pour pleurer ou demander son pardon. J'avais juste besoin d'une réponse honnête et directe de la part de la femme qui m'avait donné la vie avant de fermer la porte sur eux pour toujours. Elle a décroché à la toute 3e sonnerie. Sloan, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, et ce n'était certainement pas une salutation chaleureuse et maternelle. C'était juste une reconnaissance froide, plate et très agacée que je respirais encore et que je prenais son temps précieux. L'as-tu planifié, maman, ai-je demandé, gardant ma voix complètement neutre et dénuée de toute émotion. Le silence s'est étiré sans fin sur la ligne. La réunion, ai-je continué, dépassant le silence. Les 12 membres de la famille réunis autour de la table, la présence de Monsieur Carmichael un dimanche, les documents pré-rédigés attendant ma signature. Tout cela. Était-ce planifié à l'avance pour m'humilier? Nous avons simplement fait ce qui était légalement et financièrement le mieux pour l'avenir de la famille, Sloan, a-t-elle dit sur la défensive, récitant la réplique comme si elle l'avait pratiquée devant le miroir. Pour la famille ou juste pour Valérie, ai-je riposté, ma voix s'élevant d'une simple fraction. Valérie ne nous a jamais donné une seule raison de nous inquiéter pour son avenir, a répondu ma mère froidement. Elle est une avocate respectée.
Elle comprend le poids de notre héritage. Je ne t'ai jamais donné de raison de t'inquiéter non plus, maman. Je voulais juste créer ma propre entreprise au lieu de travailler dans une tour d'entreprise, ai-je dit, ma poitrine se serrant. Un silence encore plus long et plus lourd a suivi. À l'autre bout du fil, je pouvais entendre sa respiration régulière et calme, et en arrière-plan, je pouvais entendre le goutte-à-goutte faible et rythmique du robinet de la cuisine, la même fuite agaçante que mon père promettait avec arrogance de réparer lui-même depuis plus de 7 ans. Il est vraiment étrange de voir à quel détail spécifique et banal votre cerveau s'accroche lorsque votre propre mère décide activement de vous traiter ou non comme un être humain. Sloan, a-t-elle finalement dit, sa voix s'adoucissant légèrement, mais c'était cette douceur profondément condescendante et insupportable qu'elle utilisait lorsqu'elle expliquait quelque chose de complètement évident à un enfant simple d'esprit. Écoute-moi. Si tu nous avais simplement écoutés depuis le tout début, si tu étais allé à la faculté de droit comme ta sœur, ou si tu avais au moins obtenu un vrai travail respectable avec un salaire fiable, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Tu as choisi ce chemin difficile. Tu as choisi d'être une déception. Nous ne faisons que réagir à tes choix. Et juste là, le noyau absolument toxique de la dynamique familiale des Kensington m'a été complètement mis à nu. Dans le monde tordu et contrôlant de Barbara Kensington, l'obéissance totale était la seule chose qui équivalait à l'amour. J'avais osé choisir ma propre carrière et ma propre vie. Donc, je n'étais plus qualifié pour leur affection, leur protection ou leur argent. C'est la toute dernière fois que j'appelle ce numéro, maman, ai-je dit calmement. Oh, s'il te plaît, ne sois pas si incroyablement dramatique, Sloan. C'est épuisant, a-t-elle lâché, sa patience s'évanouissant instantanément. Je ne suis pas du tout dramatique, maman, ai-je répondu en regardant le mur blanc de mon appartement. Je suis incroyablement clair. Adieu. J'ai raccroché le téléphone, bloqué son numéro, et j'ai tenu parole. Plus d'appels, plus de messages désespérés, et absolument aucun email. Le silence total entre nous est devenu un mur de briques massif et impénétrable. Et à chaque jour où je ne cherchais pas le téléphone, ce mur grandissait d'un pied supplémentaire. La partie la plus folle quand on coupe complètement les ponts avec sa famille, c'est que finalement, la rage ardente et brûlante s'épuise complètement. Elle s'épuise et ce qui vous reste est juste un vide silencieux, régulier et paisible qui ressemble beaucoup à la liberté totale. Je n'avais plus à chercher leur approbation car il ne restait plus aucune approbation à chercher. Quelques jours plus tard, alors que j'emballais mes maigres affaires dans des boîtes en carton, me préparant à résilier mon bail et à quitter l'État, un email incroyablement mystérieux est arrivé dans ma boîte de réception. Il provenait d'une adresse professionnelle que je ne reconnaissais pas du tout. L'objet disait simplement « Demande de consultation urgente, Pantouse de Hartford ». Le corps de l'email demandait une consultation de conception sur place immédiate pour un pantouse de luxe massif situé au centre-ville de Hartford, et le budget indiqué était très important. Au début, j'ai passé ma souris sur le bouton de suppression. J'ai presque envoyé l'email directement à la corbeille parce que cela semblait beaucoup trop beau pour être vrai et j'ai supposé que c'était une autre blague cruelle mise en place par Valérie pour me faire perdre mon temps et m'humilier davantage. Mais quelque chose au fond de mes tripes m'a dit de l'ouvrir. C'était un petit instinct, le genre qui vit à l'arrière de votre cerveau où les décisions de pure survie sont prises. J'ai répondu à l'email, acceptant de les rencontrer le lendemain. Je ne le savais pas encore, mais ce seul email aléatoire allait finir par ouvrir une porte qui changerait toute la trajectoire de ma vie pour toujours. L'email mystérieux s'est avéré appartenir à une femme d'une puissance absolue nommée Vivian Callaway. Elle avait 62 ans, avait réussi par elle-même, et possédait un portefeuille incroyablement impressionnant de propriétés commerciales haut de gamme réparties à travers le Connecticut et les Carolines. Quand nous nous sommes finalement rencontrés en personne, elle avait des yeux perçants, portait de grosses bagues en argent à 3 doigts. Et possédait le genre de poignée de main ferme à vous broyer les os qui vous disait instantanément qu'elle avait été sous-estimée par des hommes arrogants toute sa vie. Et elle avait pris un plaisir fou à prouver à chacun d'entre eux qu'ils avaient tort. Nous avions convenu de nous retrouver directement au Pantouse de Hartford, qui était situé tout en haut, au 18e étage d'un immeuble imposant surplombant le parc Bushnell. Au moment où je suis sorti de l'ascenseur privé, j'ai réalisé que l'espace entier était une zone de catastrophe absolue et totale. Le locataire commercial précédent avait complètement vidé les cuisines et les espaces de vie massifs, laissant les murs dépouillés jusqu'à la cloison sèche brute et laide. Il y avait des tuyaux en fer apparent qui dépassaient du sol en béton, des fils qui pendaient du haut plafond comme des lianes mortes, et une poussière de construction assez épaisse pour y écrire son nom. La plupart des décorateurs d'intérieur seraient entrés dans cet espace,
aurait vu un cauchemar total, et aurait exigé une énorme prime de risque juste pour dégager les débris avant même d'esquisser un seul concept. Mais je n'ai pas vu de désastre. J'ai regardé au-delà du gâchis, au-delà des fils apparents, et j'ai vu une magnifique cathédrale baignée de soleil qui ne demandait qu'à être ramenée à la vie. Vivien ne m'a pas dit un mot. Elle ne m'a pas proposé de visite ni essayé de me vendre la vision. Elle s'est juste adossée nonchalamment contre la porte apparente, a croisé les bras sur son manteau coûteux, et m'a observé silencieusement pendant que je marchais dans les pièces vides pendant 40 minutes entières. Je n'ai pas essayé de lui vendre agressivement mes services. Je n'ai pas fait de faux discours de vente répétés, et je n'ai pas balancé de mots à la mode de design coûteux pour paraître importante. Au lieu de cela, j'ai simplement avancé lentement dans l'espace brut. J'ai passé mes mains nues sur les surfaces de briques rugueuses, j'ai mesuré les angles exacts de la lumière du soleil de l'après-midi avec ma paume ouverte, et je me suis accroupi sur le sol poussiéreux pour vérifier les lignes de vue depuis ce qui serait le salon principal. Quand j'ai finalement terminé mon inspection et que je suis retourné vers l'ascenseur où elle se tenait, elle avait le sourire le plus léger et le plus vif sur le visage. Vous voyez l'espace physique d'une manière complètement différente de tous les autres designers que j'ai jamais rencontrés, Sloan, a-t-elle dit en faisant un lancing de tête approbateur. Ce seul projet de Penthouse a nécessité 5 mois exténuants de travail acharné et intense, mais il était soutenu par un budget massif et inouï de 120 000 €. C'était plus d'argent dont j'avais jamais été responsable dans toute ma vie professionnelle, et la simple pression terrifiante de cela m'empêchait de dormir plus de quelques heures par nuit. J'ai mis toute mon âme dans ce Penthouse. Je me réveillais à l'aube tous les jours, je passais des heures à chercher de magnifiques matériaux en chaîne récupérés dans les chantiers de récupération locaux. Et je commandais des accessoires en cuivre sur mesure dans des ateliers d'artisans indépendants au lieu d'acheter des déchets produits en masse. Chaque choix de design que je faisais était incroyablement délibéré. Chaque coin caché devait raconter une histoire spécifique de résilience et de beauté. Le jour où il a été complètement terminé, Vivien a marché lentement à travers les pièces immaculées du Penthouse. La lumière de l'après-midi frappait parfaitement les planchers en bois personnalisés. Elle n'a pas dit un seul mot pendant un très long moment angoissant, et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Finalement, elle s'est arrêtée près des immenses fenêtres du sol au plafond, s'est retournée et m'a regardé avec un respect sincère. J'ai 3 collègues d'affaires très riches qui développent leurs entreprises et ont besoin d'un designer exactement comme vous dans les 2 prochains mois, a-t-elle dit simplement. Et juste comme ça, les vannes de ma carrière se sont complètement ouvertes. En l'espace de 8 semaines, je suis passé de la recherche acharnée de rafraîchissement de salon à 800 € à la gestion de 4 projets actifs de refonte résidentielle à grande échelle pour des clients majeurs qui m'avaient trouvé uniquement grâce à la puissante et précieuse recommandation de Vivien. Au cours d'un dîner un soir dans un restaurant de steak haut de gamme, Vivien a mentionné avec désinvolture une idée qui a à peine enregistré dans mon esprit épuisé à l'époque, mais qui finirait plus tard par avoir une importance énorme pour mon avenir. Elle m'a dit qu'elle cherchait à entrer sur le marché de l'hôtellerie boutique et du commerce et voulait un partenaire dévoué. Je n'investis pas mon argent dans des gens qui ont besoin d'être sauvés, Sloan, m'a-t-elle dit, regardant par-dessus son verre de vin avec des yeux perçants. Je n'investis que dans des personnes qui ont juste besoin qu'on leur ouvre une porte. Et vous, ma chère, vous êtes prête à faire complètement sauter la porte de ces gonds. Exactement 8 mois après cette fatidique et dévastatrice réunion de famille dans le comté de Fairfield, j'ai emballé toute ma vie et j'ai complètement laissé l'état du Connecticut derrière moi. Le nouveau projet commercial de boutique de Vivien était situé à Charleston, en Caroline du Sud. C'était une magnifique ville historique construite juste sur la côte, remplie d'artistes, d'esprits créatifs et de personnes qui avaient délibérément choisi un genre de vie complètement différent. En respirant l'air salé de l'océan pour la première fois, cela m'a semblé être l'endroit absolument parfait pour arrêter de fuir mon passé toxique et commencer enfin à construire un véritable avenir. Tout ce que je possédais au monde tenait facilement dans le coffre et sur la banquette arrière de ma Honda Civic cabossée de 12 ans. J'avais des piles d'échantillons de tissus, une seule lourde boîte de livres de design, quelques valises de vêtements bon marché et 3 plantes d'intérieur chéries que je refusais absolument de laisser derrière moi. À mon arrivée à Charleston, je n'ai pas loué de copropriété de luxe. J'ai loué un petit appartement historique d'une chambre située juste au-dessus d'un studio de poterie indépendant en activité. Les vieux planchers en bois grinçaient bruyamment à chacun de mes pas. Les armoires de cuisine étaient déformées par l'humidité du sud, et la pression de l'eau de la douche était plus une suggestion polie qu'un véritable jet. Mais pour moi, assise sur ce sol lors de ma première nuit, c'était absolument parfait. C'était à 100% à moi.
La toute première chose que j'ai faite le lendemain matin a été de me rendre au bureau gouvernemental local et de déposer les documents juridiques formels pour établir ma propre société à responsabilité limitée indépendante. J'ai choisi le nom de l'entreprise avec un soin immense et calculé. Cypress Design Group. Je ne voulais pas que le nom Kensington soit nulle part près de mon travail, de mes futurs clients ou de ma réputation professionnelle. Un départ vraiment propre exigeait un nom complètement propre, libre du lourd et étouffant bagage de mes parents et de ma sœur. Vivien et moi avons rapidement officialisé notre accord commercial officiel. Elle a investi une somme forfaitaire massive de 150 000 € directement dans Cypress Design Group. Ce n'était pas de la charité et ce n'était certainement pas une aumône par pitié. C'était un accord commercial strict et inébranlable avec des marges bénéficiaires agressives, des étapes de livraison claires et des conditions juridiquement contraignantes qui nous protégeaient toutes les deux. La division du travail était incroyablement simple et très efficace. Je gérais à 100% la conception créative, la planification architecturale et l'exécution physique des projets. Vivien utilisait son réseau massif de riches promoteurs, vieux de plusieurs décennies, pour me mettre en contact avec de grands propriétaires immobiliers commerciaux qui cherchaient désespérément à rénover des espaces haut de gamme. Nous partagions tous les bénéfices nets selon un pourcentage strict et prédéterminé, et chaque détail financier était méticuleusement documenté par nos comptables. J'ai commencé à travailler des journées éreintantes de 14 heures, 7 jours sur 7. J'étais tellement consumé par le travail, le frisson de la création et le désespoir absolu de ne plus jamais être pauvre que certains soirs, je m'endormais littéralement face contre le bureau de dessin. Je me réveillais à l'aube avec un torticolis et un crayon fusain toujours serré fermement dans ma main crispée, laissant des taches noires sur ma joue. J'ai complètement arrêté de consulter les réseaux sociaux. J'ai supprimé mes anciens profils. J'ai fait le vœu solennel de ne plus jamais appeler personne dans le Connecticut. Le monde toxique, riche et plein de jugements dans lequel j'avais grandi a commencé à rétrécir de plus en plus au fil des semaines, jusqu'à ce qu'il finisse par ressembler à un mauvais film déprimant que j'avais regardé il y a très longtemps. Puis, un mardi matin au hasard, alors que je buvais mon café, mon téléphone a vibré avec un message texte d'un nom que je n'avais pas vu depuis près de 5 ans. Julian Reeves. Julian avait été l'un de mes amis les plus proches à l'université, et je savais qu'il exerçait maintenant comme un avocat immobilier brillant et très prospère dans le Sud. Il avait repéré le dépôt officiel et public de l'entreprise pour Cypress Design Group dans un journal économique régional. Le message disait « Est-ce vraiment toi, Sloan, qui dirige une grande entreprise de design d'intérieur par ici ? D'énormes félicitations. Prenons un café un de ces jours cette semaine. » Pour la première fois en 8 mois incroyablement longs et solitaires, un sourire sincère et totalement non forcé a illuminé mon visage. Je n'avais pas besoin de faire semblant d'être forte. Je n'avais pas besoin de me cacher. J'ai répondu instantanément, choisi le lieu, conseillé. Le café est pour moi. Au moment où 18 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais franchi la frontière de l'État et quitté le Connecticut, Cypress Design Group avait terminé avec succès son 12e grand projet commercial. Je tenais un journal méticuleux de notre croissance dans un magnifique carnet en cuir épais que Vivien m'avait offert pour mon anniversaire. J'y inscrivais chaque projet, chaque pied carré rénové, et chaque euro gagné. 12 rénovations commerciales complètes. Notre chiffre d'affaires annuel avait officiellement grimpé à un incroyable 1 200 000 €. Même en écrivant ces chiffres sur papier avec mon propre stylo, cela ne me semblait toujours pas complètement réel. Ce même mois, Vivien et moi avons décidé de faire un énorme acte de foi et avons réalisé notre première grande acquisition de propriété commerciale ensemble. Nous avons acheté un bâtiment en briques historiques, massif et lourdement négligé, situé dans un quartier privilégié du centre-ville. Il avait été officiellement condamné par le conseil municipal 2 ans auparavant en raison d'une grave négligence structurelle. Tous les promoteurs locaux à qui nous avons parlé nous ont ri au nez et nous ont dit que c'était un énorme gouffre financier, une perte de temps totale, et que nous ferions faillite en essayant de le sauver. Mais Vivien et moi avons vu tout autre chose. Nous avons vu les magnifiques fenêtres cintrées, l'ossature solide de l'architecture, et l'incroyable potentiel de passage piétonnier de la rue. J'ai passé 4 semaines à repenser l'aménagement intérieur entier, maximisant la lumière naturelle et exposant les briques d'origine. Vivien a géré agressivement le cauchemar des permis de la ville, des conseils de zonage et des codes stricts de préservation historique. Nous avons injecté 6 mois de pur travail acharné et angoissant, de stress, et chaque euro disponible que nous avions dans cette propriété. Quand les échafaudages de construction sont finalement tombés, le bâtiment était absolument à couper le souffle.
C'était le joyau de la rue. Nous avons rapidement loué les espaces à 4 locataires indépendants de commerce de détail de luxe au rez-de-chaussée et à 2 studios de design d'entreprise haut de gamme aux étages supérieurs. Notre bénéfice net total, complètement libre et clair après les coûts considérables de rénovation et les prêts, s'élevait à exactement 340 000 €. Soudain, mon nom et mon travail de conception spécifique ont commencé à apparaître dans les grands magazines de design régionaux. J'ai décroché un magnifique article de fond en couleur de 4 pages dans un prestigieux magazine sur le style de vie du Sud, et une lettre d'information immobilière très respectée a écrit un article élogieux sur notre travail de restauration commerciale. C'était de petites reconnaissances dans le grand schéma du monde mondial massif du design, mais elles signifiaient absolument tout pour une fille à qui sa propre mère avait dit devant 12 personnes qu'elle était complètement une bonne à rien. Alors que l'entreprise se développait rapidement, je suis finalement sorti de ma phase solo et j'ai embauché 3 employés à temps plein. Un chef de projet brillant et très organisé, un jeune assistant designer talentueux fraîchement sorti de l'école, et un comptable incroyablement vif qui suivait chaque centime et me gardait complètement honnête avec les finances. Nous avons installé notre siège social officiel à l'intérieur d'un espace d'entrepôt magnifiquement converti qui sentait constamment la sciure de bois fraîche, la peinture chère et le café en préparation. Malgré le succès rapide et explosif et les comptes bancaires qui augmentaient régulièrement, j'ai délibérément choisi de garder ma vie personnelle incroyablement petite, calme et ancrée. Je conduisais toujours la même Honda Civic de 12 ans avec une énorme porte cabossée. Je vivais toujours dans l'appartement d'une chambre qui grinçait au-dessus du studio de poterie parce que j'aimais le bruit des tours qui tournaient en bas, et je mangeais toujours un déjeuner rapide et bon marché directement à mon bureau de dessin tous les jours. La richesse de l'entreprise augmentait de façon exponentielle, mais je refusais catégoriquement de laisser l'argent changer qui j'étais au fond de moi. Puis un soir, toute la trajectoire de ma vie paisible a de nouveau changé. Vivien et moi partagions des plats à emporter thaïlandais bon marché sur l'îlot massif de sa cuisine, en passant en revue les projections trimestrielles. Soudain, elle a levé les yeux de son assiette, s'est essuyé la bouche avec une serviette et a lâché une information qui a figé mes baguettes en bois complètement nettes. Sloan, a dit Vivien, son ton passant en mode affaires pur et sérieux. Il y a une immense parcelle de terrain commercial de premier choix située à Westport, dans le Connecticut, qui vient d'arriver sur le marché ce matin. Elle est située juste à côté de certains des domaines résidentiels pour personnes très fortunées les plus exclusifs de la région du comté de Fairfield. Elle a observé mon visage très attentivement alors que les mots s'installaient dans l'air entre nous. Je savais exactement ce qu'elle me disait sans qu'elle ait besoin de prononcer les mots spécifiques. Westport bordait directement le quartier extrêmement riche de mes parents. C'était littéralement juste dans leur arrière-cour. Le terrain dont elle parlait touchait pratiquement le domaine de la famille Kensington. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas laissé mes mains trembler. J'ai lentement posé mes baguettes sur le comptoir, j'ai regardé Vivien droit dans les yeux et j'ai dit, envoyez-moi l'annonce tout de suite. Nous l'achetons. Avant que Vivien et moi ne puissions officiellement aller de l'avant avec la massive acquisition de la propriété de Westport, j'ai eu cette réunion autour d'un café avec mon vieil ami d'université, Julian Reeves. Nous nous sommes retrouvés dans un café branché et bruyant du centre-ville de Charlotte. Au moment où j'ai franchi la porte et que je l'ai vu, j'ai réalisé qu'il avait exactement l'air dont je me souvenais de nos jours universitaires. Il était grand, légèrement froissé, et portait son costume d'avocat incroyablement cher comme s'il faisait une faveur personnelle au tissu juste en l'enfilant. Nous avons commandé 2 grands cafés noirs et avons passé les 20 premières minutes à rattraper confortablement nos vies depuis l'obtention du diplôme. Il m'a tout demandé sur l'ascension rapide de Cypress Design Group, et j'en ai expliqué les grandes lignes. Je lui ai parlé des contrats lucratifs d'hôtellerie boutique, des rénovations commerciales épuisantes mais gratifiantes et de l'investissement de partenariats incroyables et salvateurs de Vivien. Julien écoutait avec une intensité extrême. Ses yeux sont restés fixés sur moi tout le temps, analysant mes mots de la manière dont seuls les avocats hautement qualifiés le font vraiment. Une fois la partie décontractée et amicale de la conversation terminée, j'ai pris une grande inspiration, j'ai baissé les yeux vers ma tasse de café et j'ai décidé de lui raconter enfin la vraie histoire. L'histoire laide que je n'avais partagée avec personne dans le Sud. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la réunion d'embuscade soudaine dans la grande salle à manger. Je lui ai parlé des 12 parents silencieux et lâches qui me dévisageaient. J'ai expliqué les documents de renonciation pré-rédigés posés sur la table et les mots dévastateurs et d'une cruauté inimaginable que ma mère m'avait jetés au visage avant que je ne signe l'abandon de mon propre héritage et que je ne sorte sous la pluie battante. À la seconde absolue où le nom de ma famille est sorti de ma bouche,
Julien a posé sa tasse de café sur la table en bois avec un tintement vif et lourd. Son expression amicale et détendue a instantanément disparu, se transformant en quelque chose d'incroyablement concentré, tendu et mortellement sérieux. « Attends une minute, Sloan, a-t-il dit en penchant sa grande silhouette près de la table, ignorant complètement le bruit du café autour de nous. Ta sœur aînée est Valérie Kensington, l'avocate spécialisée en droit immobilier commercial qui travaille dans cet immense cabinet haut de gamme à Stanford? Oui, c'est exactement elle. Ai-je hoché la tête, complètement confuse par sa réaction soudaine et intense. Pourquoi, tu demandes ça? Julien est resté complètement silencieux pendant un long et lourd moment. Je pouvais pratiquement voir son esprit brillant s'emballer, faisant défiler des chronologies juridiques complexes, des noms de clients et des transactions d'entreprise dans sa tête. Il a passé une main dans ses cheveux et a laissé échapper un long souffle. Sloan, son nom est apparu directement dans une transaction commerciale régionale majeure que j'examinais personnellement la semaine dernière, a-t-il dit lentement, sa voix tombant presque à un murmure. C'était un énorme accord de développement commercial juste ici sur le marché du Sud-Est. Elle était largement en copie d'une longue chaîne de mais hautement confidentielle entre un éminent courtier commercial et un important groupe de gestion immobilière d'ici. J'ai cligné des yeux, mon esprit essayant désespérément de donner un sens à ce qu'il disait. Cela n'a absolument aucun sens, Julien. Valérie ne pratique pas le droit dans le Sud. Elle ne l'a jamais fait, et elle ne s'occupe certainement pas de développement immobilier commercial. Elle gère exclusivement la planification successorale de la haute société et les fonds en fiducie. Exactement, a dit Julien, se penchant encore plus par-dessus la petite table jusqu'à ce que nous soyons presque face à face. Et c'est précisément pourquoi cela a attiré mon attention quand j'examinais les dossiers. Sloan, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Dans ses emails confidentiels, ta sœur mettait activement et explicitement ses promoteurs d'entreprise en garde contre toi. Le café chaud dans ma bouche a instantanément pris le goût de pure cendre amère. J'ai dégluti difficilement. En garde? Elle a déclaré en texte clair et écrit que tu étais complètement peu fiable, hautement irresponsable financièrement, et que ta famille éminente avait complètement coupé les liens légaux avec toi en raison de graves problèmes financiers et éthiques, a dit doucement Julien. Regardant la couleur quitter mon visage. Elle a explicitement utilisé ton nom légal complet, Sloan Kensington. Elle leur a dit que sous aucun prétexte ils ne devaient jamais travailler avec quiconque lié à toi ou à Cypress Design Group. Le bruit de fond chaotique et fort du café bondé a complètement rempli l'espace massif et étouffant entre nous. Le sifflement fort de la machine à expresso, les rires décontractés et joyeux des inconnus à la table d'à côté, et la musique pop qui s'échappait des haut-parleurs bon marché se sont tous estompés en un bourdonnement sourd et sous-marin dans mes oreilles. Julien a observé mon visage avec une profonde inquiétude protectrice. Ne fais rien de téméraire pour le moment, Sloan, m'a-t-il averti doucement, tendant la main pour tapoter la table. Laisse-moi creuser beaucoup plus profondément là-dedans et extraire toute la trace papier non censurée. Mais si cette chaîne de mai est exactement ce que je pense qu'elle est, ta sœur n'était pas seulement l'enfant préféré qui a eu l'argent. Elle t'a activement et systématiquement traqué et a travaillé dans les coulisses pour détruire complètement ta carrière et t'affamer. Fidèle à sa parole, Julien a extrait toute la trace papier non censurée à peine 48 heures plus tard et a envoyé le fichier crypté directement sur mon ordinateur personnel au bureau. Il avait réussi à trouver les preuves dévastatrices lors de la réalisation de recherches standards et très fastidieuses de diligences raisonnables et de titres pour les parcelles commerciales environnantes de la région. C'était enfoui extrêmement profondément dans une chaîne d'archives massive de correspondance entre une société de courtage commercial régional et une importante société de gestion immobilière. J'étais assise complètement seule à mon lourd bureau de dessin dans l'entrepôt. La belle lumière de la montagne de l'après-midi pénétrait paisiblement à travers les immenses fenêtres industrielles, projetant de longues ombres sur le sol. J'ai pris une grande inspiration, j'ai cliqué sur la souris et j'ai ouvert le fichier. C'était là, me regardant en face. Un email envoyé par Valérie Kensington exactement 14 mois plus tôt, adressé directement à un courtier commercial de premier plan et très connecté nommé Paul Erickson. L'objet était court, professionnel et d'un calcul effrayant. Avertissement confidentiel. Le contenu réel de l'email m'a physiquement retourné l'estomac. Valérie avait écrit, en utilisant son adresse email officielle de cabinet d'avocat, qu'elle exprimait une profonde inquiétude professionnelle au sujet d'une femme nommée Sloan Kensington qui pourrait approcher agressivement leur cabinet à la recherche de contrats de conception lucratifs sur le marché du Sud-Est. Elle m'a décrite comme très instable, complètement irresponsable avec des budgets de projets massifs,
et a explicitement affirmé que j'avais été légalement retiré du domaine de la famille Kensington en raison de graves problèmes de confiance et de moralité. Elle a formellement et fortement conseillé aux courtiers de faire preuve d'une extrême prudence et d'éviter de faire la moindre affaire avec quiconque associé à mon nom. En faisant défiler plus bas le document terrifiant, mon sang s'est complètement glacé. J'ai trouvé 3 autres emails distincts envoyés à des sociétés immobilières régionales complètement différentes. Ils utilisaient tous exactement la même formulation dévastatrice, soigneusement élaborée et venimeuse. La brillance absolue et terrifiante de la stratégie de Valérie était qu'elle ne déclarait jamais réellement rien d'ouvertement faux ou facilement réfutable. Elle ne me traitait pas carrément de voleuse ou de criminelle. Elle se contentait d'insinuer. Elle suggérait subtilement. Elle permettait parfaitement aux lecteurs fortunés de combler les vides avec la pire version criminelle, frauduleuse ou financière possible de l'histoire dans leurs propres esprits paranoïaques. C'était élégant. C'était impeccablement calculé, et c'était totalement mortel pour une jeune entreprise en croissance essayant de survivre. Mais plus important encore, comme Julian l'avait explicitement noté dans son mémo joint, en vertu des lois strictes sur les sociétés de l'État du Connecticut, ce sabotage ciblé très spécifique avait un nom juridique très précis. Cela s'appelait une ingérence délictuelle dans les relations d'affaires. C'était hautement illégal, incroyablement dommageable, et un motif pour une énorme poursuite civile mettant fin à une carrière. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas versé une seule larme. Et je n'ai rien cassé sur mon bureau. La rage chauffée à blanc que j'avais ressentie dans le café il y a des mois s'était complètement cristallisée en quelque chose d'entièrement différent. C'était froid. C'était de la glace absolument glaciale. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable, j'ai marché vers la grande fenêtre, et je suis resté là à regarder la ville dans un silence absolu pendant 1 heure entière. J'ai laissé la réalité horrifiante de sa cruauté me submerger complètement. Elle ne voulait pas seulement être la sœur la plus riche. Elle ne voulait pas seulement les 5 billions d'euros ou la maison parfaite. Cela ne suffisait pas à nourrir son ego massif et incertain. Elle me voulait complètement détruite, brisée, indigente et rampant vers eux, mendiant des restes à ses chaussures de créateur. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai composé directement le numéro de la ligne de bureau privée de Julian. Il a répondu à la première sonnerie. Ces emails spécifiques sont-ils suffisants pour tenir devant un tribunal, Julian, ai-je demandé, ma voix complètement impassible, dépourvue de tout tremblement ou hésitation. Ils sont plus que suffisants, Sloan a confirmé Julian instantanément, sa voix d'avocat bien en place. C'est un cas d'école. Comment veux-tu procéder? Veux-tu que je rédige la plainte aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, regardant l'entreprise florissante que j'avais construite autour de moi. Garde-les en sécurité et sous-clé dans tes fichiers cryptés sécurisés, Julian. Fais des sauvegardes physiques. Je ne vais pas riposter aujourd'hui par pure colère ou émotion. Je vais m'y accrocher comme à une arme chargée. Je déciderai exactement quand je serai prête à laisser tomber le marteau. Exactement 3 ans jour pour jour après m'être assise dans cette salle à manger et avoir renoncé à mes droits légaux sur le domaine de 5 billions d'euros, je me suis retrouvé à entrer dans la grande et opulente salle de bal du Marriott de Hartford. C'était la soirée très attendue du gala de charité annuel de l'Association immobilière du Connecticut. C'était un événement de grande envergure, sur invitation uniquement, en tenue de soirée, qui attirait absolument tous les noms puissants, les riches promoteurs et les avocats d'affaires de la scène régionale de la gestion immobilière. Honnêtement, lorsque Vivien a évoqué pour la première fois l'invitation très exclusive, mon instinct de survie immédiat et profondément enraciné a été de fuir et de me cacher. Je n'étais pas tout à fait sûr d'être vraiment prête émotionnellement à me tenir dans une pièce bondée et brillamment éclairée, remplie de snobs de la haute société qui connaissaient probablement mes parents ou, pire, qui avaient activement entendu les rumeurs toxiques et destructrices de carrière de Valérie sur ma vie. Mais Vivien a refusé catégoriquement de me laisser me cacher dans l'ombre comme une enfant effrayée. Vous êtes mon partenaire commercial à part entière, Sloan, m'avait-elle dit fermement, en m'agrippant l'épaule dans son bureau. Vous avez construit cet immense empire de vos propres mains nues, de votre propre sueur et de votre propre esprit brillant. Vous avez gagné le droit de vous tenir dans cette pièce tout autant, sinon plus, que n'importe lequel de ces enfants de fond en fiducie. Alors j'étais là, sortant de la voiture de ville et marchant dans le hall. Je portais une robe longue à fleurs noires étonnante, parfaitement ajustée, mais incroyablement simple. Je ne portais absolument aucun bijou coûteux, aucun diamant tapa accent grave-l'œil, et mes cheveux étaient coiffés de manière complètement droite et propre.
Je n'avais pas l'air d'une femme essayant désespérément de prouver sa place. J'avais l'air d'une femme qui savait absolument qu'elle dominait la pièce et qui n'avait besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et pour la toute première fois de ma vie entière, cette confiance écrasante n'était pas un acte ou une performance désespérée. C'était réel. L'immense salle de bal était baignée d'une lumière dorée chaude et éclatante. Du champagne importé très cher était transporté de manière fluide sur de lourds plateaux en argent par des serveurs en smoking. Et un quatuor à cordes jouait de la musique classique douce dans le coin le plus éloigné. Plus de 200 personnes en costume sombre sur mesure et en robe de créateurs coûteuses faisaient du réseautage, riaient et se serraient la main sous de massifs lustres en cristal étincelant. Et puis je les ai vus bien avant qu'ils ne me voient. Mon père, Grégory, se tenait près du grand bar en acajou, engagé dans une conversation profonde et sérieuse avec Monsieur Carmichael, l'avocat même de la famille qui m'avait tendu le stylo il y a 3 ans. Ma mère, Barbara, était assise élégamment à une table ronde centrale de choix avec ma tante. Sa posture était parfaitement et rigidement droite, et ses perles caractéristiques accrochaient la lumière du lustre. Et juste de l'autre côté de la pièce bondée, se tenant au centre absolu de tout cela, se trouvait Valérie. Elle était en pleine conversation avec un grand groupe d'hommes plus âgés et riches en cravates de soie coûteuse. Elle riait fort, gesticulant élégamment avec sa coupe de champagne, et semblant complètement, totalement, dans son élément. Ma poitrine s'est instantanément serrée et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Cela faisait 3 années entières de silence total et ininterrompu, mais mon corps physique réagissait toujours violemment à leur présence comme un système d'alarme interne m'avertissant désespérément d'un danger mortel. Vivien s'est approché près de moi et a posé une main chaude et incroyablement ferme directement sur mon bras nu. « Respirez, Sloan, a-t-elle chuchoté doucement, ses yeux balayant la pièce. Respirez simplement. Vous avez toutes les cartes en main maintenant. » J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air glacial de la salle de bal remplir mes poumons. À ce moment exact, ma mère a nonchalamment tourné la tête pour regarder l'entrée, et nos regards se sont croisés directement à travers les 60 pieds de sol de salle de bal très polie. Sa coupe de champagne s'est arrêtée complètement, figée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux sont devenus incroyablement écarquillés. Valérie a instantanément remarqué l'expression choquée et horrifiée de sa mère, a suivi son regard figé à travers la pièce bondée et m'a trouvé debout là. Pendant une seconde entière, haletante et terrifiante, personne dans la famille Kensington n'a bougé un seul muscle. Puis Vivien m'a fait un signe de tête vif et décisif, a lâché mon bras, et a marché droit avec un but absolu et terrifiant vers la table de la famille Kensington. Et j'ai marché fièrement, les épaules en arrière, juste à côté d'elle. Vivien a tendu la main à Monsieur Carmichael avec une confiance totale et écrasante. « Gérald, c'est absolument merveilleux de vous revoir » a-t-elle dit doucement, sa voix coupant à travers le bruit avant de tourner son corps pour faire un geste directement vers moi. « Avez-vous formellement rencontré ma partenaire commerciale principale, Sloan Kensington ? Elle est le génie créatif absolu et la force motrice derrière Cypress Design Group. » Elle l'a dit à plein volume, en projetant sa voix. La moitié des tables environnantes a complètement arrêté leur conversation pour écouter. Valérie s'est avancée jusqu'au bord de la table, ses yeux se plissant en fente alors qu'elle étudiait ma robe. « Nous avons entendu dire que tu faisais du travail de décoration locale dans le sud, » a dit Valérie, penchant la tête avec un petit sourire profondément condescendant. « C'est tellement mignon, Sloan. » Vivien a gloussé froidement, regardant Valérie de haut en bas comme si elle était un déchet bon marché. De la décoration. Cypress Design Group gère actuellement un portefeuille de développement commercial de 12 500 000 €. Jeune fille, j'appellerais difficilement cela de la décoration. La table entière est devenue d'un silence de mort. Un riche promoteur debout à côté de Monsieur Carmichael a lentement baissé son verre de scotch. Le sourire condescendant de Valérie s'est figé sur son visage, la couleur fuyant complètement de ses joues alors que le chiffre massif résonnait dans l'air. Les ondes de choc absolu de cette nuit au gala n'ont vraiment frappé la famille Kensington qu'exactement une semaine plus tard. C'est alors que les engrenages juridiques massifs et inévitables de l'acquisition de la propriété de Westport ont finalement commencé à avancer. Vivien et moi étions officiellement en train de conclure pour la parcelle de terrain massif qui se trouvait directement adjacente au riche quartier de mes parents. La procédure juridique standard et inflexible pour un achat commercial de cette taille massive nécessite un relevé de limites strictes, des tests environnementaux et une vérification absolue des titres. Julien, agissant formellement en tant que mon avocat principal et représentant légal de Cypress Design Group,
était tenu par la loi de l'État de contacter directement l'avocat officiel de la propriété voisine pour obtenir les accords de servitude nécessaires. Cette propriété voisine était le domaine de la famille Kensington, et l'avocat officiel était, bien sûr, Gérald Carmichael. Julian a passé l'appel téléphonique formel depuis son bureau en hauteur à Charlotte. Il a gardé un ton incroyablement professionnel, complètement routinier et dénué de toute émotion personnelle. Il a formellement identifié l'entité corporative acheteuse comme étant Cypress Design Group, une société à responsabilité limitée. Il a ensuite nonchalamment déclaré que la propriétaire unique, actionnaire majoritaire et opératrice principale était Sloan Kensington. Julian m'a dit plus tard qu'il y avait eu un silence de mort absolu sur la ligne. Ce n'était pas juste une pause de conversation polie pendant que Carmichael prenait des notes. C'était un néant long, étouffant et complètement privé d'air. Sloan Kensington. Le registre de la voix de Carmichael a complètement changé, perdant tout son vernis juridique arrogant habituel. La même Sloan Kensington du dossier d'héritage familial déposé il y a 3 ans. C'est exact à 100%, Gérald, a répondu doucement Julian. Un autre silence massif et lourd a suivi. Julian a dit qu'il pouvait littéralement entendre les mains de Carmichael trembler alors qu'il déplaçait frénétiquement de lourdes piles de papier sur son bureau en acajou. Je vais devoir vérifier explicitement les données financières du côté de l'acheteur pour cet accord de limite, a balbutié Carmichael en essayant désespérément de reprendre le contrôle de la conversation. Conformité juridique standard pour une propriété de cette valeur massive. Vous comprenez, bien sûr. Bien sûr, Gérald, a dit Julian en souriant pour lui-même. Je vais envoyer le résumé exécutif complet tout de suite. L'évaluation totale du portefeuille de Cypress Design Group, comprenant tous les biens immobiliers, le capital liquide et les actifs commerciaux vérifiés, se situe actuellement à environ 12 500 000 €. Entièrement contrôlé et audité. Julian m'a dit que le silence qui a suivi a duré exactement 15 secondes. Il savait que c'était 15 secondes parce qu'il était réellement assis là à les compter sur sa montre. Je vais devoir contacter mon client immédiatement, a finalement chuchoté Carmichael, et il a raccroché le téléphone sans un mot de plus. Ce même après-midi, un Gérald Carmichael frénétique s'est rendu directement en voiture à la grande maison de Ridgewoodland. Il a contourné les amabilités habituelles et est entré directement dans le sombre bureau lambrissé de mon père. Ma mère, Barbara, était assise dans le fauteuil du coin, lisant un magazine. Carmichael a présenté les choses simplement, sans édulcorer. Une énorme transaction immobilière commerciale était en cours sur la parcelle adjacente. L'acheteur était Cypress Design Group. Il était entièrement possédé et exploité par leur fille rejetée, Sloan, et la valeur nette de ses actifs, construits de manière indépendante, était de 12 500 000 €. Mon père, Gregory, est resté figé derrière son immense bureau. Il a fixé les documents juridiques que Carmichael avait jetés devant lui. Il n'a pas parlé pendant un très long moment. C'est impossible, a finalement dit Gregory, la voix se brisant légèrement. Carmichael a tapoté agressivement les documents financiers audités. J'ai vérifié la documentation 3 fois, Gregory. C'est entièrement réel. Et je dois noter, parce que j'ai examiné minutieusement les structures de capital, que pas un seul centime des fonds de la famille Kensington ou de l'argent de la fiducie n'apparaît nulle part dans l'histoire de cette entreprise. Elle a construit cet immense empire complètement seule. C'est impossible, a répété Gregory, beaucoup plus doucement cette fois. Il ressemblait à un vieil homme brisé et terrifié dont la vision entière du monde venait d'être violemment brisée. Il l'a répété, comme si le mot était la seule chose à laquelle il pouvait s'accrocher pour s'empêcher de se noyer. C'est impossible. Dans le coin de la pièce, le visage de ma mère n'avait pas bougé d'un pouce, mais ses mains serraient les accoudoirs de sa chaise si fort que ses jointures étaient devenues complètement blanches. La fille qu'ils avaient fièrement qualifiée de déception sans valeur, la fille qu'ils avaient jetée à la rue sous la pluie avec 3 000 € à son nom, valait maintenant plus du double de l'ensemble du domaine familial multigénérationnel qu'ils avaient remis à Valérie. Gregory a lentement levé les yeux vers le mur, regardant d'un air absent les photographies encadrées d'argent de la remise des diplômes de droit de Valérie. Puis il a regardé l'espace complètement vide sur le mur à côté d'eux, là où une photographie de moi n'avait jamais été autorisée à être accrochée. Les retombées absolues de cette révélation ont été rapides, brutales et incroyablement silencieuses. Exactement la façon dont les familles riches gèrent leurs scandales les plus dévastateurs. 2 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée à mon bureau dans l'entrepôt par courrier certifié avec livraison le lendemain.
C'était une lettre manuscrite de mon père, Grégory, écrite sur sa coûteuse papeterie personnelle, et non sur son papier à en-tête juridique officiel. Je l'ai ouverte et j'ai lu l'écriture désordonnée et légèrement tremblante. Sloan, je suis incroyablement fier de ce que tu as accompli. Je n'avais absolument aucune idée que tu possédais ce genre de sens des affaires. J'aimerais beaucoup te voir en personne. Nous avons beaucoup de choses importantes à discuter concernant l'avenir. Pouvons-nous s'il te plaît parler? J'ai lu la lettre assise à mon immense bureau en chêne. Je l'ai lu 2 fois. Il était fier. Bien sûr, il était absolument fier maintenant, parce que maintenant il y avait une étiquette de prix massif de 12 500 000 € attachée à mon nom. Mais où était cette incroyable fierté paternelle quand je mourais de faim, mangeant des céréales génériques pour le dîner, et prenant des boulots à 300 € juste pour garder mon électricité allumée? Où était cette fierté quand son autre fille parfaite empoisonnait activement chaque puits professionnel dans un rayon de 3 états pour s'assurer que j'échoue? J'ai dicté ma réponse officielle directement à Julien et il l'a envoyée officiellement par le bureau de Carmichael. Elle faisait une phrase de long. Merci, Grégory, mais je n'ai pas besoin d'une fierté qui arrive exactement avec 3 ans et 12 millions € de retard. J'ai jeté sa lettre dans le tiroir du bas de mon bureau et je l'ai fermée. Je n'ai pas poursuivi Valérie. Je veux être incroyablement clair à ce sujet. Ce n'était pas parce que je lui avais miraculeusement pardonné, mais parce qu'une action civile publique massive transformerait ma vie paisible et magnifique en une exposition chaotique et stressante dans un tribunal, et j'avais passé 3 années exténuantes à reprendre ma vie en main. Je n'allais pas la remettre à des avocats à nouveau. Au lieu de cela, Julien a rédigé une mise en demeure formelle. Elle faisait 5 pages de long, était d'une précision chirurgicale et absolument dévastatrice. Elle nommait 4 cas spécifiques et documentés de communication diffamatoire. Elle joignait légalement les chaînes de mails complètes et non censurées que Valérie avait envoyées aux courtiers du Sud. Elle citait directement les lois pertinentes de l'État du Connecticut sur l'ingérence délictuelle dans les relations d'affaires, portant la menace d'une ruine financière massive. Et elle se terminait par une seule déclaration limpide. Si Valérie Kensington continue de diffuser des informations fausses ou trompeuses concernant Sloan Kensington ou Cypress Design Group, des poursuites judiciaires massives seront engagées immédiatement, ciblant à la fois ses biens personnels et son cabinet sans aucun autre préavis. Julien l'a envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception directement à l'associé principal directeur du prestigieux cabinet d'avocats de Valérie à Stanford. Elle n'a pas seulement reçu un avertissement. Ses patrons ont vu exactement ce qu'elle avait fait en utilisant leur serveur de messagerie d'entreprise. En l'espace d'une semaine, Valérie n'a pas été officiellement renvoyée parce que cela aurait fait un scandale, mais elle a été discrètement et brutalement réaffectée. Elle a été dépouillée de toutes ses transactions commerciales en contact avec des clients de premier plan et déplacée vers un examen de conformité interne de bas niveau. Elle a été reléguée dans un bureau sans fenêtre. Fini les déjeuners avec de riches clients, fini les galas de charité et fini le pouvoir. Sa réputation immaculée et parfaite s'est érodée lentement et de façon permanente dans ces mêmes cercles juridiques qu'elle avait essayé d'utiliser pour me détruire. Des mois plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Barbara. J'ai failli ne pas répondre, bu quelque chose au fond de moi savait que cette conversation finale devait avoir lieu. Tu as prouvé ce que tu voulais, Sloan, a-t-elle dit, la voix tremblante de larmes refoulées et d'ego meurtri. Tu as gagné. Maintenant, s'il te plaît, rentre à la maison. Je me tenais près des immenses fenêtres de mon bureau. Les montagnes du sud au loin étaient peintes d'un bleu magnifique et infini, et les sons animés et joyeux de mes employés au travail résonnaient derrière moi. Maman, je n'ai rien fait de tout cela pour te prouver quoi que ce soit, ai-je dit doucement, me sentant complètement, totalement libre pour la première fois de ma vie. J'ai construit une vie, et c'est ma maison maintenant. Je ne peux pas recommencer à être quelqu'un que tu n'estimes que lorsque les chiffres financiers sont enfin assez élevés pour tes amis du club de campagne. J'ai raccroché le téléphone doucement, coupant complètement les ponts pour toujours. J'ai appris une énorme leçon ce jour-là. Vous n'avez pas besoin de la permission des personnes qui vous ont abandonné pour recommencer à zéro. Vous avez juste besoin d'une seule porte. Parfois, vous devez construire cette porte vous-même à main nue jusqu'à ce qu'elle saigne. Et parfois, si vous travaillez assez dur, quelqu'un la tient ouverte pour vous. Fixer des limites strictes avec une famille toxique n'est pas de la cruauté. C'est simplement la belle et nécessaire décision d'arrêter de saigner pour des gens qui refusent de vous tendre un pansement.